prof de philosophie qui peut également beaucoup vous apporter, c'est pourquoi on l'a invité, n'est-ce pas? Donc c'est ça pour l'essentiel, les présentations. Maintenant je donne la parole au doyen Dieye pour la modération. En commençant bien sûr par nos éminents professeurs, bien sûr, si nous sommes là, c'est avec M. Baye vraiment une collaboration qui n'a pas encore duré, peut-être parce que c'est cette année que nous sommes connus, mais vous voyez, quand on fréquente une personne au jour le jour, on apprend à la découvrir et à la connaître. Et pour dire vrai, que ce soit avec les professeurs et votre directeur ici présent, qui est un enseignant lui aussi, vous voyez, en termes de relations humaines, la jalousie peut être à tous les niveaux quand on est en compétition. Mais quand il s'agit des parents ou des professeurs, c'est eux seuls qui n'auront qu'une seule fierté, vous revoir après votre formation, après votre passage entre leurs mains. Mais c'est vrai, lui, il fut mon élève. Lui, c'est mon enfant. Voilà, mon fils, ma fille. Vous voyez comme c'est intéressant, de ce point de vue, de savoir que vous avez une table servie ici. Et il faut essayer d'en profiter au maximum. On nous avait bien dit que pour le savoir, s'il le faut, si c'est nécessaire, il nous faudrait aller même jusqu'en Chine. Mais là, je crois que la Chine est là devant nous. Le savoir est là devant vous. Il faudra essayer, avec vraiment ces éminents professeurs, d'en profiter au maximum. C'est à ça que je vous invite. Et maintenant, je vais peut-être permettre qui va introduire. Monsieur Dien va introduire donc. Et vraiment, veuillez l'écouter religieusement. Introduction générale à la philosophie. Et pourquoi introduction générale à la philosophie? Parce que, en dehors de la philosophie, dans aucune autre discipline, on ne commence à y entrer par se poser la question de ce qu'elle est. Qu'est-ce que l'histoire? Que sont les mathématiques? Qu'est-ce que la physique? Qu'est-ce que la biologie? Mais quant à la philosophie, on commence toujours par se poser la question, qu'est-ce que la philosophie? S'il en est ainsi, c'est parce que dans le temps et dans l'espace, les esprits compétents ne sont pas toujours d'accord sur ce qu'elle est. Mais il y a quand même des définitions de la philosophie, il y a des perceptions de la philosophie. Et souvent, chaque philosophe, ou bien chaque époque, la définit à sa manière. Mais d'abord, avant d'en venir à ce que c'est que la philosophie, notamment du point de vue étymologique, il nous faut voir d'abord d'où elle s'origine. C'est-à-dire à partir de quel moment la réflexion philosophique a commencé à avoir lieu. Est-ce qu'on doit dire que donc, la philosophie a commencé en Afrique? A-t-elle commencé en Europe? A-t-elle commencé en Asie? Ou bien est-ce qu'on peut avoir une identité historique et géographique bien précise de l'activité philosophique? Il est vrai que, à toute époque, l'homme a eu à réfléchir sur ses conditions. L'homme a eu à réfléchir sur le monde. Donc la réflexion, elle est aussi vieille que l'humanité. Mais un type de réflexion nouveau, qui prend en charge de manière rationnelle, que l'on appelle la philosophie, a eu à avoir lieu déjà en Grèce antique. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, l'humanité étant soif de comprendre le pourquoi des choses, le pourquoi de la nature, expliquait toujours les phénomènes de manière surnaturelle. C'est-à-dire quand il y avait des déluges, quand les eaux avaient envahi les continents, quand il y avait également trop de vent, quand il y avait, que dirais-je encore, un phénomène naturel, mais qui dépassait le simple entendement de l'humanité, de l'homme tout court. Donc on attribuait ces phénomènes à des divinités. C'est ainsi qu'on parlait donc en grec du dieu du vent, du dieu du feu, du dieu, comment dis-je encore, de la poudre, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, à partir de certain moment, quand l'esprit humain a connu une évolution, les autres se sont dit, mais écoutez, le réel peut se suffire à lui seul
pour donner les clés de sa propre intelligibilité. Autrement dit, les phénomènes peuvent connaître une explication tout à fait rationnelle. Et donc, on n'a plus besoin, pour expliquer des phénomènes purement naturels, de s'intéresser à des explications qui sont plutôt surnaturelles. C'est ainsi donc qu'il y a une rupture dans l'évolution de la pensée humaine. C'est ce que Bachelard appelle donc la première rupture épistémologique. Il y a rupture dans la manière d'interroger le réel, de comprendre le réel, notamment au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec les pré-socratiques. Ainsi donc, ces pré-socratiques tentaient de donner une explication rationnelle, une explication physique. Ils faisaient des enquêtes en cessant donc de donner des explications purement théologiques ou bien purement religieuses. Ainsi donc, ce talent d'explication s'est poursuivi jusqu'au IVe siècle avec l'avènement de Socrate, avec l'avènement de Platon, d'Aristote, ainsi de suite. Et c'est cela qui a donné finalement naissance à la réflexion philosophique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on admet communément que la philosophie, elle est née en Grèce antique, au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec les présocratiques. Alors, maintenant, les présocratiques s'intéressaient à la nature, c'est-à-dire, on les appelait des physiciens parce que physis signifie nature en grec. Ils cherchaient à comprendre les lois qui sous-tendent le fonctionnement de la nature. Alors, du VIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IVe siècle, maintenant apparaissent des penseurs comme Socrate, comme Platon, comme Aristote. Alors, Socrate a opéré une rupture dans l'évolution de la pensée, parce qu'il s'est dit que oui, la réflexion sur la nature, elle est certes importante, mais la réflexion sur l'homme est encore beaucoup plus importante. Ça veut dire que donc, Socrate a centré sa réflexion sur l'anthropologie, parce qu'il a vu déjà inscrit sur le fronton du temple d'Apollon Pythien à Delphes, qu'on avait écrit en grec Gnoti Seunton On, qui signifie en français connais-toi toi-même. Est-ce que l'homme se connaît effectivement? Socrate dit, ah, voici maintenant la devise, la pierre angulaire qui va guider ma réflexion. Est-ce que l'homme se connaît? Et autrement, qu'est-ce que l'homme? Et donc, toute sa philosophie tourne autour de la question, qu'est-ce que l'homme? Alors, de Socrate, maintenant, on est passé à Platon, Aristote, où toujours la réflexion centrale tourne autour de l'homme. Mais en dehors de l'axe qui est, qui s'intéresse à l'origine historique, on peut également comprendre la philosophie en interrogeant son étymologie. Parce que étymologiquement parlant, on dit que le mot philosophie vient d'abord de Pythagore, de Samos. Parce que les Grecs, ils partaient toujours en Égypte antique pour se ressourcer en connaissances. Et en revenant d'Égypte, ils étaient tellement admirés et adulés des leurs qu'on pensait qu'ils étaient des savants, qu'ils étaient pratiquement des demi-dieux. Alors, c'est ainsi qu'on avait interrogé Pythagore en lui disant, mais Pythagore, donc finalement vous êtes un sophos, vous êtes un sage. Sage entendu au sens de quelqu'un qui sait tout. Et avec l'humilité philosophique qui caractérisait Pythagore, il leur avait dit, non, je ne suis pas un sophos, mais je suis un philosophos. Je suis un amoureux de la sagesse. Parce que être sophos suppose avoir tout connaître. Or, le don de tout connaître revient exclusivement à Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Mais il leur avait dit que moi, je ne sais pas tout, mais je suis à la recherche du savoir. Je suis en quête du savoir. Je suis continuellement, en tension vers le savoir. Ainsi donc, je suis un philosophos. Le mot philosophos, amour de la sagesse. C'est-à-dire qu'on aime. Et on désire généralement ce que l'on n'a pas. C'est-à-dire que le philosophe, ce n'est pas l'être qui a le savoir, ce n'est non plus celui qui n'en a pas du tout, mais c'est celui qui est à mi-chemin entre le savoir et l'ignorance. Donc le philosophe, il est sorti de l'ignorance coupable de l'ignorant. Il n'est également non plus le savant au sens où il sait tout, mais c'est celui qui, chaque jour qui passe, il cherche à connaître, à comprendre davantage et qui prend la ferme volonté de se dire, je vais dormir moins bête parce que je vais m'accroître, je vais grandir du point de vue de la connaissance. Voilà le but. Et voilà également l'utilité de la réflexion philosophique. Voilà la raison pour laquelle le philosophe, il n'est jamais satisfait. Il a toujours la soif de connaître, la soif de comprendre davantage. C'est ainsi d'ailleurs que quelqu'un comme Jacques Lemus,
qui est une éminente philosophe française, dira que percevoir le baptême philosophique, c'est décider de repartir à zéro. Et surtout après avoir trouvé une chose, une réponse, il n'est jamais satisfait de la réponse qu'il a déjà trouvée. Il remet cette réponse en cause, il continue encore la recherche, et de ce fait donc, la philosophie devient une réflexion, devient une recherche interminable, parce qu'il est toujours en quête et recherche toujours le savoir. Donc le philosophe, il doit toujours avoir un esprit inquiet, il doit toujours avoir la possibilité ou la capacité, c'est celui qui se dit, je suis toujours sur le chemin du savoir, je suis soif de comprendre, de connaître. Ainsi donc, quand on dit le philosophe, il est l'amoureux de la sagesse, et par sage, on peut avoir plusieurs conceptions. Par exemple, quand je dis M. Babou est sage, et que je dis que, c'est pas, que dirais-je, Cheikh Anta Diop est sage, Socrate est sage, c'est différent de dire que telle autre personne est sage. Donc, le mot sagesse peut donc avoir plusieurs significations. C'est-à-dire, par sagesse, on peut comprendre le fait de détenir une connaissance de la totalité, ou bien le fait de détenir la totalité de la connaissance, c'est la même chose. Par également sagesse, on peut comprendre le fait d'avoir un comportement droit, une conduite droite. C'est ainsi que donc, les philosophes, notamment présocratiques, comprenaient par sagesse le fait de comprendre la quasi-totalité du réel, le fait de visiter l'ensemble des domaines du savoir. C'est ainsi donc qu'ils taquinaient tous les domaines de la connaissance. Et cette même conception également de la philosophie comme connaissance de la totalité, nous la trouvons notamment chez quelqu'un comme Aristote. Aristote dit, la philosophie est la connaissance de toutes choses dans la mesure où cela est possible. Cela dit que le philosophe, il est à la fois physicien, mathématicien, astronome, biologiste, et ainsi de suite. Parce qu'à l'époque d'Aristote déjà, il suffisait de dire qu'on est philosophe pour détenir presque l'ensemble des connaissances. Et le but du philosophe, ce n'est pas de soigner les corps, il laisse cela au médecin, mais il doit être le médecin des âmes. Et ainsi, Socrate dit, j'ai eu à hériter cela, ou bien à apprendre cela de ma mère Phénarète, qui a été sage-femme. Ma mère, elle accouchait des corps, moi je vais plutôt accoucher des idées. Je vais aider les hommes à faire accoucher ce qu'ils portent déjà dans leur esprit. Alors cette idée-là part du fait que déjà à la naissance, nous savions tous quelque chose. Nous ne naissons jamais en naissant tout à fait vide de contenu dans la tête. Parce que avant la naissance, les esprits avaient déjà goûté dans un autre monde qu'on appelle le monde intelligible ou bien le monde de l'au-delà. Maintenant, à la naissance, les âmes ont traversé un fleuve qui s'appelle le Laquais. Ils ont bu des eaux du Laquais, elles ont bu des eaux du Laquais, elles ont oublié tout ce qu'elles savaient. Et donc, à la naissance, leur esprit n'est pas vide de contenu, on va juste leur rappeler ce qu'ils savaient déjà et qu'ils ont oublié en traversant le fleuve, d'où donc la maïeutique socratique qui cherchait à interroger les gens, à parler avec eux, afin de leur faire comprendre ce qu'ils savaient déjà et qu'ils ont oublié. C'est ainsi que Paul Claudel, un philosophe français, dira que aucune connaissance n'est nouvelle, parce que toute connaissance n'est rien d'autre qu'une connaissance. Parce que nous naissons avec la connaissance. Maintenant, le philosophe, son but est de rappeler et d'éveiller les consciences afin de nous faire ressouvenir ce que nous savions déjà et que nous avons oublié à la naissance. Mais également, la philosophie comme éthique du comportement, comme art de vivre, ou bien comme sagesse pratique, se retrouve notamment chez des penseurs comme les stoïciens et également comme les épicuriens. Les stoïciens disent que c'est peine perdue que de vouloir transformer le cours des choses, que de vouloir réorienter l'axe de la nécessité. Parce que les choses adviennent comme elles doivent advenir. Je n'y peux absolument rien du tout, parce que ça relève de l'ordre de la nécessité. C'est nécessaire parce que ça arrive comme cela doit arriver. Qu'est-ce que je dois faire pour être sage? Je dois donc, à ma manière, chercher à régler ma volonté sur la marche des choses afin qu'elle ressemble à celle-ci. Et ainsi donc, je deviens sage. Ainsi donc, je n'aurai plus de troubles intérieurs. J'aurai une paix intérieure. Ceci s'appelle sagesse chez les stoïciens. Pour les stoïciens,
il y a deux ordres de choses. Ce sont d'une part les choses qui dépendent de nous et d'autre part les choses qui dépendent de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est la nécessité, ou bien c'est le destin si vous voulez, surtout quand on est croyant. Alors cela arrive inéluctablement, arrive inévitablement, parce que le destin frappe fatalement, comme on dit. Mais maintenant, à nous de chercher à dompter notre intériorité, à nous de chercher à nous dominer, de telle sorte que nos faits et actes, de telle sorte que nos propos soient conformes à la marche de la nécessité. Ainsi donc, il y aura une correspondance exacte entre l'extériorité qui relève de la nécessité et l'intériorité qui relève également de notre propre désir, de notre propre vouloir, je dirais même de notre propre volonté. Ainsi donc, on devient sage chez les stoïciens. Après notre propos, poser des questions sur des points qui jusqu'à présent ne sont pas clairs à votre niveau, que ce soit des questions de cours ou bien des questions de méthodologie. Donc c'est ça un peu l'intérêt de cette séance, mais on ne saurait prétendre dérouler tout le cours de l'année en 1 heure de temps. Moi, après avoir félicité M. Dieng, vraiment des rappels précis qu'il a eu à donner sur le domaine 1, moi je voulais faire des rappels concernant la vie sociale. Peut-être je n'aurai pas le temps d'aborder en profondeur l'épistémologie et l'esthétique, mais si vous le voulez bien, vous pourrez poser des questions sur ces deux leçons. Ça dépendra de vous, en tout cas pour ceux qui resteront avec nous. Concernant la vie sociale, comme son nom l'indique, le premier domaine dont il a parlé tout à l'heure a pour cadre de réflexion la philosophie, alors que la vie sociale, le cadre de réflexion, c'est la société. Mais les leçons de la vie sociale ont une particularité, c'est que il y a des distinctions à faire, parce que la plupart des hors-sujets qu'on voit au bac sont liés à des confusions au niveau des concepts. Par exemple, si on confond le concept de société avec le concept d'État, on confond le concept d'État avec celui de nation, etc., etc., on fait fausse route déjà dès le départ au niveau du raisonnement. C'est pourquoi il est important, dès le départ, de s'entendre sur les termes, sur les concepts plus précisément. Et le premier concept ici, c'est le concept de société. Qu'est-ce qu'une société? Quand on parle d'une société, c'est quoi une société? Parce qu'on a dit la vie sociale. La définition que vous pouvez retenir plus simplement, c'est d'identifier un certain nombre d'éléments. Pour qu'on puisse parler de société, il faut d'abord qu'il y ait un ensemble d'individus. Ça, c'est la première chose. Mais un ensemble d'individus seulement ne fait pas une société. Souvent, je le rappelle, s'il y avait un événement d'or et que les gens se précipitent à voir ce qui se passe, on pourrait s'agréger là-bas. Et pourtant, on ne pourrait pas parler de société parce que ceux qui vont se réunir là-bas sont ensemble, mais n'ont pas de relation réelle les uns avec les autres. Et en ce moment-là, on va parler d'agrégat. Donc, première distinction à faire, une société est différente d'un agrégat. Un agrégat d'individus, c'est des individus qui peuvent être ensemble, mais qui n'ont pas de réelle relation les uns avec les autres. Donc, quand on parle de société, il faut dire, c'est vrai, au départ, il y a un ensemble d'individus, mais ces individus doivent avoir des relations les uns avec les autres. Premier critère. Deuxième critère, pour qu'on puisse parler de société, il faut également des normes sociales, ce qu'on appelle également des institutions sociales. Parce que pour que des individus puissent vivre ensemble, il faut des règles. Sinon, ça va être le désordre, ça va être le chaos. Et ces règles-là établies pour organiser la vie en société, on les appelle justement des normes sociales. Deuxième condition donc, des normes sociales ou bien des institutions sociales. Et j'en profite pour faire la différence entre une société et l'État, parce que là où
dans la société, on parle de normes sociales. Dans l'État, on va parler d'institutions politiques. Vous voyez qu'une société, donc, est différente d'un État. On peut avoir une société sans avoir un État. L'exemple simple qu'on peut donner, que vous connaissez tous, c'est l'exemple de la société palestinienne. On a bien une société palestinienne, mais cette société a du mal à avoir un État, même si ils ont proclamé, les autorités, elles ont proclamé un État palestinien, mais cet État a du mal à être reconnu. Pourtant, il y a bel et bien une société. Donc, avoir une société ne signifie pas a priori avoir un État. Donc, c'est pourquoi je dis le premier niveau d'organisation après la famille, c'est la société. Donc, il faut des individus en interaction les uns avec les autres. Il faut des normes, des gestions sociales. Mais si on laissait également les individus seulement avec des règles, peut-être tout le monde ne va pas les respecter. C'est pourquoi le troisième critère pour qu'on puisse parler de société, c'est qu'il y a des sanctions positives comme des sanctions négatives. Si un membre de la société fait ce que la société attend de lui, il est sanctionné positivement. C'est comme, pour donner un exemple, une fille qui respecte les normes de la société, par exemple dans le cadre du mariage, est mariée dans les règles établies par la société. On la sanctionne positivement en organisant une cérémonie, en faisant connaître son mariage, en lui donnant des cadeaux, etc. Ça, c'est une sanction positive. Mais l'inverse aussi d'une fille qui fait une erreur, c'est, dans le passé, peut-être ce n'est plus valable totalement aujourd'hui, c'est le bannissement, etc., c'est l'isolement, c'est la punition. Donc, il y a des sanctions qui ont été établies dans la société et qui ont pour but de pousser les individus à respecter les normes, les règles établies. Donc, si je récapitule, il y a 3 critères pour qu'il y ait société. Il faut un ensemble d'individus qui vivent ensemble, qui sont en relation les uns avec les autres. Il faut des normes sociales. Troisièmement, il faut des sanctions. Vous devrez vous demander également, est-ce qu'il ne faut pas un territoire? Non, parce que on peut appartenir à la même société et vivre dans des territoires différents. Ce qu'on appelle la diaspora. La société sénégalaise, une partie de cette société est dispersée dans le monde. Et pourtant, ces individus sont impliqués dans la société sénégalaise, même s'ils ne vivent pas dans le même territoire. Donc, vous voyez que déjà, on a 3 distinctions. Agrégat, ce n'est pas la même chose que société, un agrégat. Une société, ce n'est pas la même chose qu'une diaspora. Voilà une première distinction. Une 4e distinction maintenant, est-ce qu'on peut parler de société dans le monde animal? Ça aussi, c'est un débat. Parce que, on l'a vu, il y a des animaux qui ont pu s'organiser sous forme de société. Donc, on parle bien de société animale. Sauf que, dans le monde animal, les normes qui sont établies dans les sociétés humaines n'existent pas. Dans le monde animal, ce qui régit la vie en groupe, c'est l'instinct. C'est l'instinct, parce que l'animal n'a pas une raison qui lui permet de créer une règle sociale. Mais chaque animal sait, entre guillemets, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Je donne un exemple. Il y a une heure où, si tel animal sort, il sait que s'il sort, il va rencontrer un prédateur. Si vous visitez un parc, les gardes vont vous dire toujours, si vous voulez voir tel animal, venez à telle heure. Cet animal ne sort pas à cette heure. Parce que cet animal sait, je dis sait, il faut mettre les entre guillemets, qu'il y a une heure, si il venait à sortir, sa vie serait en danger. Donc, le monde animal est un monde aussi très bien organisé. Mais l'organisation est une organisation innée, génétique, qui n'est pas une organisation pensée. Parce que souvent, il y a ce débat-là en philosophie, on pourrait très bien vous donner un sujet sur ça. Pourquoi on ne peut pas assimiler, en tout cas mettre sur le même pied, une société humaine et une société animale? C'est parce que si les animaux étaient capables de s'organiser comme les hommes, il devrait y avoir le progrès dans leur société. Là où il y a intelligence, il doit y avoir du progrès. Mais ce qu'on a constaté, les sociétés animales, comme dit Hegel, c'est des sociétés à répétition. N'est-ce pas? Il ne peut y avoir d'évolution que dans le cadre d'une adaptation. Parce que l'animal est obligé d'évoluer si les conditions environnementales
change. S'il ne s'adapte pas, il disparaît. Donc il y a bel et bien évolution dans le monde animal, mais nécessitée par des pressions, ce qu'on appelle en biologie des pressions adaptatives. Rousseau dit, nous sommes des êtres devenus. Et le moment où nous ne vivions pas en société, c'est ça que vous avez vu en classe, qu'on appelle l'état de nature. Parce que immanquablement, il y a des choses qui vont tomber sur vous que vous n'avez pas forcément choisies, mais que vous devez gérer. Et vous ne pouvez pas empêcher que ces choses vous arrivent. Donc il faut apprendre, avoir une cuirasse, à être solide mentalement pour affronter les difficultés de la vie. C'est ça le principal enseignement des stoïciens. D'où l'adjectif stoïque. C'est ça que ça signifie, être stoïque. Être solide mentalement, n'est-ce pas? À ne pas être fragile, à tout moment être triste, stressé, malheureux. L'homme moderne est devenu fragile psychologiquement. C'est pourquoi nous tous, nous traînons de mauvaise santé, parce que nous voulons coûte que coûte que ce que nous voulons, que ça se passe comme ça. Or, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. L'homme est un esclave, comme dirait l'autre. Oui. La douleur, la souffrance. Très bien. Alfred de Musset. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Oui. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Tant qu'il n'a pas souffert. Pierre Hadot dit, le stoïcisme est une thérapie des passions. C'est l'expression qu'il utilise. Une thérapie des passions. La question de Fatoullah, voilà. Très bonne question. Vous dites, quel rapport y a-t-il entre la philosophie et la religion? Si on sait que... Vous avez répondu merveilleusement, mais je veux juste ajouter quelque chose. Voilà, ne pas contredire la vérité. Si la religion est dogmatique, quel rapport peut-il y avoir en philosophie et religion? Vous avez axé votre propos sur les philosophes qui disent qu'au fond, on a affaire à la même vérité. Mais moi, comme vous avez déjà parlé de ça, moi je parle des autres qui disent que il doit y avoir une concurrence entre la religion et la philosophie, parce que ce que propose comme vérité la religion, c'est pas la vérité de l'homme. Et souvent quand je le dis, c'est difficile de l'expliquer dans un pays comme le nôtre, parce qu'on est des pays de croyants. On a été éduqués dans la croyance, de telle sorte que ces genres d'approche, il faut faire vraiment un effort pour comprendre. Parce que des philosophes comme ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, les philosophes du soupçon et d'autres, se sont dit, mais est-ce que réellement les religions nous disent la vérité? Premier problème, toutes les religions ne disent pas la même chose. Parmi les religions qui existent, quelle est celle qui peut dire de manière totalement certaine que c'est elle qui détient la vérité avec grand V? Parce que chacune prétend qu'elle est la vérité. Et celui qui est dans cette religion, c'est clair pour lui parce que c'est dans ça qu'il a été éduqué. Un musulman qui a été éduqué dans l'espace musulman, qui ne connaît que ça, qui a grandi dans ça, pour lui, le Coran est d'une clarté absolue. Mais il faut se mettre à la place du catholique qui a été éduqué dans la Bible, dans l'enseignement, et qui a grandi. La Bible également est une clarté absolue. Le bouddhiste qui est né au Tibet, au Népal, dont le contexte est totalement du bouddhisme, qui a grandi, qui ne connaît que ça, pour lui, le bouddhisme est d'une clarté absolue, comme vous, le musulman, la clarté absolue. Au point que le problème, c'est que est-ce que la philosophie peut aller de pair avec la religion? En tout cas, pour Heidegger, c'est impossible. Pour la religion, la philosophie est une folie. C'est son expression. C'est un cercle carré. Vouloir concilier philosophie et religion, c'est vouloir faire d'un cercle en même temps un carré. Il faut choisir. Parce que le discours religieux est un discours
qui est convaincu qu'il possède la vérité. C'est ça le dogmatisme. Et que cette vérité-là, au début des temps, sera là jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi les religions ont ce problème très compliqué. Comment maintenir une vérité dans un monde qui change? Comment maintenir une vérité du 7e siècle, en ce qui concerne l'islam, 1er siècle, en ce qui est advenu dans un contexte particulier, qui devra traverser le temps, tous les contextes. D'où le problème de l'adaptabilité de certains versets du Coran à l'époque moderne. Pourtant, il y a des choses que le Coran a bien affirmées, mais aujourd'hui, les plus grands vous le disent, non, c'était pas le contexte. Pourtant, on dit que la vérité religieuse doit transcender le temps. C'est pourquoi quelqu'un comme Souleymane Bachir Diagne a dit que ce qui s'est passé dans le monde musulman, il n'y a pas eu de siècle des Lumières. Parce qu'il y a un calife qui s'est levé un bon jour pour fermer la maison de Bagdad, là où la philosophie musulmane, la médecine musulmane commençait à prendre et dit non, ça c'est une menace. Il faut arrêter. Pourtant, les Arabes ont été les premiers dans le domaine des mathématiques, premiers dans le domaine de la médecine, premiers dans tous les domaines. Mais c'est à cause des interdits religieux que cette évolution a été freinée, nette. Parce que, il y a un certain moment, les religions ont eu peur. Est-ce que la critique est la bienvenue? Pourtant, c'est pourquoi Souleymane Bachir Diagne a fait une conférence au lycée Demba Diop, à laquelle j'ai assisté. Il a dit, pourtant, dans le Coran, il y a le doute. Il y a le proviseur à l'époque qui voulait le contredire. Il lui a sorti les versets en lui disant que Dieu lui-même, plusieurs fois, interpelle l'homme sur ça. Donc, ceux qui pensent que la religion c'est le domaine de la clarté se trompent lourdement. Je rappelais pas plus tard qu'hier, dans je ne sais plus dans un cours ou bien une conférence, je pense que c'est une conférence. Oui, c'est une conférence. Je dis, même le fait pour les musulmans de prier, de remuer le petit bras, il y a un débat. Il y en a qui disent non, il ne faut pas remuer le doigt, il y en a qui disent qu'il faut remuer. Tout, voilà. Il faut baisser les bras, d'autres disent qu'il faut faire comme ça. Tout est objet de... Même le jeûne, ce débat-là, vous l'avez suivi. Quelqu'un qui sort qui dit, celui qui jeûne peut embrasser, flirter avec sa femme. Vraiment, il faut parler. Un autre sort, il sort de grands livres, c'est sur YouTube. Il cite, il dit que c'est une référence sur le prophète, effectivement l'a fait, aller dans tel livre, il a sorti 4 grandes références pour dire que effectivement, tant que le jeûneur n'éjacule pas, tant que rien ne sort de lui, son jeûne n'est pas détruit. Pour vous dire, quand les philosophes parlent de nécessité de maintenir la critique et le débat, c'est pour ça. Le dogmatisme, toujours, est dangereux. Et en vous souhaitant tous, à partir de ce que nous avons partagé avec eux, de vous mettre en route vous aussi, pour aller vers le bac et le conquérir haut la main au premier tour. Merci. Donc, merci à tous. Merci à Thiès Info qui était là, qui est notre partenaire. Et je pense qu'en reliant l'information, certains vont regretter d'avoir raté cette belle occasion. Et merci à ce que nous dit. Et je veux dire aussi que ISIF vous ouvre ses portes. Vous qui êtes en terminale, j'ai fait passer vous êtes déjà titulaire d'une bourse ISIF. Si vous voulez étudier dans les filières qui sont là, nous vous offrons déjà une bourse pour le faire. Vous allez à Dakar. Et pour les scientifiques, il y a surtout les génies pétroliers, donc, qui forment dans les métiers du pétrole, et le pétrole est là maintenant. Merci beaucoup. Alioune Babou. Séance de révision là rek
jàppale xale yi fàttali leen liñ jàng ci classe yi tontu ci ay laaj yoo xam ne soxal na leen man leen a dimbali ci seen examen bu ñu jublu ci fin du mois bi le 29 mai jàppale leen daal xam nañ liñ jàng nañ déjà ci biir classe yi mais ñëw beesalaat fàttali leeral loolu daal moo ñu fi dajale tey ak sama collègue yi ma àndal tey. Ça dépend ci administration bi en tout cas ñoom seen volonté administration bi mooy mu continuer maintenant nag modalité yi parce que comme ci weeru koor lañ nekk mooy andi difficulté pour ñu bëri di mën a génn ak yooyu ak en plus tey jour bi jour composition la ci boog école yu bëri mais école bi daal si ñi ko jiite li ñu may expliquer mooy dañ bëgg a accompagner xale yi ñu def seen examen ci jàmm réussir ko mën a choisir seeni école parmi écoles yi école bi ci la waaw loolu daal xam naa ko ci. Bon appel bi may lancer rek mooy xale yi gën a góorgóorlu ñun aussi ñu leen yor ci classe yi def suñu kéemtalaay kattan pour gunge leen parce que jàngalekat moom day gunge rek mais jour examen bi ndongo bi mooy toog def examen donc ñun ku si nekk day def 50% am rek ku nekk bu defee 50% am mën na tax ñu yaakaar am 100% mais ñaar ñooñu ñi ko séq bu dee am na ku si sooxe rek mën naa indi problème bu élève bi jàngee ki ko war a jàngale mën nañ am yaakaar waaw loolu daal moom mën naa ko ci wax. man Ndiawar Dieye laa tudd di jàngale communication ak management ci école bii ñu tuddee ISIF tamu féete ci janook station Shell fi plat nekkoon bu njëkk. daje bi kat école xam nga bu dooree ñëw dina baax muy fexe nu muy lëkkaloog ñi nga xam ni war nañu ñëw soxla ko ci kaw loolu lañu amoon itte ni ndongo yi nga xam ni ñoo ngi toll ci wàllu bac nga xam ni ndeelte weer bi dañu def li ñuy woowee philosophie ñu ne woon dañ leen di boole ak ñoo xam ne ay kàngam lañu ci wàllu philosophie te ñu nekk fii Thiès ñu yeesalaat lenn ci li ñu gisoon ci biir seen njàng ci at mi ngir gën a mën rek fas moom boo ko làbbalee xëy na dina ko tax a raw te loolu lañ ci jublu woon. Momar Dieng, professeur de philosophie au lycée Brave Hippolyte Morolan. tey ISIF moom moo ñu fi woo ngir élèves yi ginnaaw bi ñu tàmbalee di jàng boobu ci njëlbeenu at mi ba ñu egsi fii nga xamante ni le 29 mai moom lañu bëgg a def anticipé de philosophie ñu ñëw ngir fàttaliwaat leen rek li nga xamante ni moom lañ jot a def ñu jël axe yoo xamante ni gën a mag fàttali leen ak kenn ku ci nekk xëy na problème ak yenn difficulté yi nga am naam seeni prof sax ñëwoon nañ ci wante ñu gën leen ko fàttali ngir gën a naam seen xel ndax ñu mën a gën a réussir bu baax. waaw tontu yi nag yow boo gisee sax ñoom question ñu doon posé nga xam ne ñoom kon teewlu nañu woon lool bu baax a baax kon loolu mooy tax sax daanaka amul jafe-jafe daanaka dafa mel ni li tubaab naan da nga appi un peu le public ñoom amoon na une connexion maanaam su ci diggante ñun ak élèves yi da ngay gis ne mbir mi daal doxoon na. parce que ñoom loolu soxla na leen te xam nga tam jàngalekat dafa soxla li muy wax mu gis ni kii soxal na ko loolu ndax communication la rek moo tax communication daal macha allah moom dox na bu baax a baax. waaw xanaa élèves yi gën a góorgóorlu rek. ñu daal di jéem a jëfee conseils yi nga xamante ne moom lañu jox ak conseils yi nga xamante ne moom lañu seen professeur jox loolu daal bu amee ñun am nañ ci njot lu rafet ni xam na incha allah ñu ci ëpp bari daal yaakaar nañu mën na jàll.